Béatrice Gibelin. Vous êtes géographe, Oui. plutôt en géographie politique, professeure émérite. Vous êtes fondatrice de l'Institut français de géopolitique à l'Université de Paris 8. Votre exposé va porter sur la vague migratoire ferment du nationalisme, peut-être un ouvrage parmi vos ouvrages récents, si les gens veulent s'y reporter ensuite, Le paradoxe français entre fierté nationale et hantise du déclin. Vous avez publié en 2017 chez Armand Collin. Voilà, vous avez la parole pour 15 minutes. Eh bien, bonjour à tous. C'est un sujet grave, le sujet qui a été choisi. Exil, exilé, exit, c'est vrai. Sans doute, on est confronté, là, dans les temps à venir, à une situation dans laquelle les conséquences politiques peuvent être extrêmement menaçantes et préoccupantes. On a parlé de crise des réfugiés, on a parlé de crise migratoire. Patrick Simon a rappelé qu'effectivement, dans les 2015-2016, il y a eu cette arrivée massive de réfugiés, qu'on a dit syriens, mais pas seulement, aussi afghans, et se sont groupés aussi des Soudanais, des Érythréens. Et cette vague migratoire est en fait, j'allais dire, simplement l'écume d'un mouvement plus fort et qui est encore devant nous, qui est un mouvement de migration qui va durer. Et on a parlé de la mobilité, de l'augmentation du niveau de formation, y compris dans les populations du Sud, des moyens qu'on avait financiers de se lancer dans cette aventure extrêmement dangereuse et douloureuse, mais parce qu'on espère un avenir meilleur. Toutes ces migrations qui sont aussi tout à fait légales, les regroupements familiales, les étudiants qui peuvent parfaitement rentrer. Donc ce phénomène migratoire, il va durer. Il va durer longtemps. Or, je fais un premier constat. C'est les succès électoraux depuis une dizaine d'années, un peu plus longtemps chez nous, à des partis, des mouvements ou des partis qu'on peut appeler populistes ou partis d'extrême droite. Le dernier en date étant en Italie, qui s'est passé début mars, où on voit la Ligue du Nord qui s'appelle désormais la Ligue et qui fait une campagne exclusivement centrée sur le rejet de l'arrivée des migrants en Italie et sur une campagne xénophobe. L'Italie ayant été confrontée à une arrivée massive par les côtes italiennes, il prend quand même ce Salvini, cette expression des taxis de la Méditerranée, et ça ne suscite pas plus de réaction que cela. On a le mouvement 5 étoiles qui embraye derrière, mais on va avoir des élections en Hongrie prochainement. On va aussi avoir sans doute Viktor Orban qui va être, et son parti le Fidesz qui va être conforté, qui est sur un discours de fermeture des frontières, de défense de l'identité chrétienne, de défense de l'identité nationale hongroise. Mais c'est la même chose aux Pays-Bas, mais c'est la même chose en Pologne. En Autriche, on a l'extrême droite qui est aujourd'hui au pouvoir, partagé avec un jeune et fringant chancelier de 31 ans. On peut comme ça, le vote du Brexit en Grande-Bretagne s'est fait aussi sur un discours xénophobe et de fermeture. Donc c'est ce point commun à tout cela, c'est l'immigration. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est l'immigration. Et je répète que cette immigration, ce n'est pas un phénomène de vague qui va passer, qui va s'arrêter, c'est un phénomène qui est à prendre dans la durée. Et la France est un pays de vieille immigration, ça a été rappelé très rapidement, et on a effectivement un quart de la population française qui a dans sa famille un grand-père ou une grand-mère d'origine étrangère. Donc ils sont bien évidemment qu'on ne va pas... j'allais dire, rejeter un quart des 65 millions de Français. Ça n'a pas de sens. L'immigration est une composante de notre identité. Et c'est pour ça qu'il y a un danger à essayer de dire qu'on va préserver une identité française en limitant les entrées et l'immigration. C'est extrêmement dangereux parce qu'on ne le fera jamais, parce que c'est infaisable. Et on est à un moment où il est important de prendre conscience des dangers d'un certain nombre de discours.
Et les images, comme la fameuse jungle de Calais, ont eu des effets absolument catastrophiques. Elles ont fait de belles images, parce que vous savez, toutes ces tentes bleues qu'il y avait dans les dunes, à proximité de la mer, ont fait des images très, très fortes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de reportages. Et il en fallait. C'est une question qui était extrêmement importante. Et on peut s'interroger du pourquoi de ce phénomène de concentration et le temps qu'il a fallu pour, au fond, j'allais dire, déplacer ces populations et les répartir sur l'ensemble du territoire français. Alors, je reviens sur cette préoccupation, puisque Patrick Simon a commencé en disant on a tous les éléments pour essayer d'expliquer que, au fond, on a parfaitement la capacité à gérer cette migration, et on la gère pour une grande partie. Et que cette idée qu'on est envahi, cette idée, pour certains même, du grand remplacement, comme si les immigrés allaient devenir majoritaires et qu'on perdrait une identité française bâtie au long des siècles, est bien évidemment une totale bêtise. Mais pourtant, les démographes ne sont pas entendus. Pourtant, les sociologues, les historiens, tous ceux qui essayent d'expliquer les choses avec, au fond, les arguments rationnels, on ne les entend plus, au moins pour une grande partie de nos concitoyens. Et ça, c'est une question qui m'importe énormément. À la limite, les mensonges les plus éhontés sont crus. Les rumeurs les plus fausses passent mieux dans la population que des faits vrais, faciles à démontrer. Et ça m'interroge, ça me préoccupe. Parce que quand on en arrive là, il est très difficile de mettre un certain nombre de garde-fous. Alors, les réponses à cette méfiance, à cette défiance, qui va avec la méfiance envers les médias, qui va avec la méfiance envers les politiques, qui va véritablement, on ne croit plus personne, on va croire que ceux qui disent ce qu'on veut bien entendre sur des réseaux sociaux, mais on ne va plus avoir ce phénomène de confrontation et d'esprit critique. Bien. Je crois que une grande responsabilité tient à nos acteurs politiques, de gauche comme de droite. Dès les années 80, Jean-Marie Le Pen monte sa campagne électorale sur les Français d'abord. La France aimait là ou quitter là. Et la gauche ne prend pas au sérieux l'impact de ces slogans auprès d'une population qui est touchée par le chômage déjà depuis longtemps, qui ne rejette pas forcément la population immigrée à ce moment-là. J'ai énormément travaillé sur le bassin minier, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, j'ai fait ma thèse sur le Nord-Pas-de-Calais, j'ai une maison dans le Pas-de-Calais, donc c'est un territoire que je connais bien, et je suis de Calais. Donc c'est un territoire que je connais bien. Et j'ai senti qu'il y avait cet écho au discours de Jean-Marie Le Pen. Et je me souviens avoir dit à un certain nombre de responsables politiques, faites attention, faites attention. Faites attention à la nation. Vous avez des gens qui maintenant se sentent menacés dans ce qu'ils ont, ce qui leur reste, parce qu'ils n'ont pas grand-chose, le fait de la fierté d'être français. Or, à gauche, la fierté d'être français ne pouvait pas être entendue, ne pouvait pas être portée, ne pouvait pas être expliquée. À droite, on a pensé qu'on allait pouvoir récupérer l'électorat du Front National. Et ça a été une des stratégies de la droite. Alors, on a dit, Mitterrand a manipulé tout ça avec la proportionnelle en faisant rentrer le Front National à l'Assemblée nationale. Il a joué des triangulaires pour pouvoir sauver les législatives de 88. Effectivement, ça a été juste, mais Rocard s'en est pas si mal sorti que ça. Mais on a vraiment eu, et pour moi c'est une responsabilité majeure, une absence de prise de conscience dans le personnel politique, de droite comme de gauche,
de l'importance à dire le vrai, à s'appuyer sur les démographes. Tous les éléments étaient là, tout était déjà là. Les grandes enquêtes ont été lancées. Ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas non plus réussi à se faire entendre. Et nous avons perdu beaucoup de temps, car petit à petit s'est crédibilisée cette idée qu'on était envahi. Je dis bien c'est faux, c'est totalement faux, mais ce qui est faux peut trouver un écho et c'est une représentation qui aujourd'hui est plus vraie dans les idées d'un certain nombre de nos concitoyens que le fait réel comptable. Et c'est ça qui doit nous préoccuper. Or, il y a eu des gens pour tirer la sonnette d'alarme. Je pense à un élu d'Épinay-sur-Seine. Après le Nord-Pas-de-Calais, j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis. Donc pour vous dire que j'aime un peu les endroits qui ne vont pas tout seuls. C'était Bonne-Maison, qui était le maire d'Épinay-sur-Seine, qui a tiré la sonnette d'alarme dans les années 80. Attention, attention, il est important d'éviter de continuer cette discrimination territoriale. Il faut qu'on ait une politique forte à l'école, dans le logement. Et cet homme n'a pas été entendu du tout. Et on a contribué, on a mis beaucoup d'argent dans la rénovation des logements. Et il fallait assurément le faire. Les plans banlieue ont été importants. Ici, à Valenciennes, vous avez eu un maire responsable de l'ANRU qui a su faire dans le coin. Vous avez eu énormément d'argent, et tant mieux, c'est très bien, il en fallait sûrement. Mais le contenant a été réaménagé, mais pas le contenu. Et je crois qu'on a sous-estimé, oui, je veux bien, l'importance de l'école dans cette affaire. Autre représentation, on a continué à dire l'ascenseur social est en panne, tout. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, il s'est ralenti, mais il n'est pas totalement en panne. Il suffit de voir ici, dans cette assemblée, vous êtes un certain nombre. Vous l'avez dit, mademoiselle, votre père est venu du Maroc et vous faites des études à l'université. J'ai enseigné à Paris 8, à Saint-Denis, et j'ai eu la chance d'avoir des étudiants issus de l'immigration, certains pas très brillants et d'autres absolument exceptionnels. Et qui sont aujourd'hui maîtres de conférences et qui enseignent à votre président d'université, que je sache, n'est pas, comme on dirait, quelqu'un de souche avec les... Bon, voilà. Et il est président d'université. Donc, il y a eu cet ascenseur social. Mais ça, on ne l'a absolument pas valorisé. Autre élément qu'on n'a pas fait et qui nous pose des questions fortes. Jamais on ne s'est appuyé sur les femmes dans l'intégration, dans l'insertion dans la vie d'une société française. On commence seulement à mettre un peu d'argent, il y a quoi, 15 ans qu'on met de l'argent pour apprendre le français à des immigrés? Il a toujours fallu compter quoi? Sur des associations de bénévoles? Rien n'a été fait à ce moment-là. Ces femmes qui rejoignaient leur mari qui venait du bled, qui quittaient une société qu'elles n'avaient toujours vécu dedans, qu'elles connaissaient bien, quand elles sont arrivées, tout était différent. Qu'est-ce qu'il leur restait? Au fond, la religion qu'elles pratiquaient chez elles, non pas parce qu'elles étaient particulièrement religieuses, mais ça, elles l'avaient. Et elles étaient chez elles et elles pouvaient en être le garant. La deuxième chose qu'elles avaient, c'était la cuisine, ce qu'elles pouvaient faire, c'est-à-dire ce qu'elles pouvaient donner à manger. Et la nourriture halal est un moyen de rester fidèle à ce qui était leur origine culturelle. Aujourd'hui, dans la ville de Saint-Denis, ville de 100 000 habitants, il n'y a plus aucune boucherie qui ne soit pas halal. Je peux vous dire que les réactions de la population française non musulmane à Saint-Denis n'y est pas spécialement favorable. Tout ceci aurait dû être travaillé, pensé. Il y a donc une irresponsabilité politique, à gauche comme à droite, à ne pas se donner les moyens d'aider à une insertion. Je ne parle même pas d'assimilation, je ne parle même pas d'intégration, je parle d'insertion, de la reconnaissance qu'ils venaient en France, soit parce que les maris on était allés les chercher, soit parce que la situation politique, par exemple en Algérie, faisait qu'il fallait quitter et qu'il fallait arriver en France, soit parce que ce à quoi on a droit
au regroupement familial, et qui est un droit universel. Et je ne vois aucun régime français pouvoir dénoncer cela et refuser cela. Je n'y crois pas. Donc on continuera à avoir ça, et il me semble que cet, j'allais dire, aveuglement sur le rôle des femmes, y compris dans la formation, qu'est-ce qu'on leur donne? Technicienne de service à 5 heures du matin pour faire les bureaux, pour celles qui sont arrivées, parce que là, on n'a pas besoin seulement de savoir parler français, hein, ou en tout cas des tâches qui ne sont pas à la mesure de ce qu'elles auraient pu apporter. Et ça me semble une responsabilité absolument, absolument majeure. Alors, je vais passer vite sur un contexte international comme le terrorisme, évidemment islamiste, qui n'a rien arrangé et qui a fait faire cette équivalence immigration, musulman, terrorisme. Encore que les Français, dans leur multicularité et leur multidiversité, ont été éminemment raisonnables après les attentats de juillet sur la promenade des Anglais. Imaginez qu'un terrorisme français occidental crée sur une place d'Alger un attentat. Vous pensez que les Algériens auraient eu la sagesse qu'ont eu un très grand nombre de Français de faire bien la différence entre ce qui étaient des actes terroristes d'un certain nombre d'individus et ce qui était la grande majorité des musulmans d'origine maghrébine qui vivaient en France? On n'a pas eu du tout ce qu'espéraient les auteurs des attentats, c'est-à-dire une fracture au sein de la société française. La société française, dans sa très grande majorité, a fait preuve d'une extraordinaire sagesse. C'est l'heure de m'arrêter, sûrement, sans doute. Oui, dommage. C'est pour ça que je vais finir là-dessus. C'est parce que, justement, à des moments extrêmement difficiles, on a su être sage, qu'il faut savoir être lucide et réussir à mettre le poids qu'il faut dans la seule institution, à mes yeux, qui peut aider à débloquer la situation, c'est-à-dire l'école. Merci. Merci.